Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et comme un épisode il y a quelques temps de cela, nous accueillons un nouvel invité, ou plutôt devrais-je dire une nouvelle invitée. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, très bien, en plus on a une invitée aujourd'hui, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Mais oui, on a une super invitée aujourd'hui, Olivia Plateau, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va très bien, merci, et vous ? Eh ben ça va très très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Courrier de la Sterne pour parler d'un sujet, peut-être un des sujets les plus, on va dire, pointilleux qu'on ait traité dans l'émission, Sophie. Quand bien même on a fait de la classification. Peut-être, c'est vrai. Donc, on va parler d'ostéologie. Alors, avant que vous partiez en courant quitter cet épisode pour un autre, est-ce que, Olivia, tu peux présenter quelque peu ton travail à nos auditeurs et aux auditrices ? Oui, tout à fait. Alors, je travaille sur les oiseaux et comme vous l'avez dit, plus précisément sur l'ostéologie des oiseaux. C'est-à-dire que ma thématique principale de recherche, ça tourne vraiment autour de la variation de la morphologie des os. Souvent, lorsque l'on parle de relations entre les espèces, on pense souvent à la génétique qui nous donne des liens et des informations sur les liens de parenté. Et quand on parle d'ostéologie, on pense souvent tout de suite aux fossiles, mais il faut savoir que au niveau des espèces actuelles, il y a aussi beaucoup de recherches qui est faite sur la morphologie des os des oiseaux actuels et ça nous donne aussi des informations sur leurs liens de parenté, mais aussi souvent sur leur écologie, etc. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Mais on va tout d'abord faire une courte rétro piou-piou. Je vais commencer, Sophie, parce que on a eu le classement ESOD qui a été mis à jour. Alors, le ESOD, qu'est-ce que c'est ? C'est un arrêté triennal qui est donc fixé pour 3 ans, qui, grosso modo, est mis en place par le Conseil d'État pour déterminer les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, on peut parler par exemple du renard roux, on peut parler de la belette, on peut parler de la martre, et évidemment, on a des oiseaux dans ce cas-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, eh bien, c'est que les ésodes plutôt, ont été quelque peu assoupis pour une partie des oiseaux. Le corbeau-freux, par exemple, n'est plus considéré en ésode dans le Nord et le Pas-de-Calais. La corneille noire dans 5 départements, elle est encore présente en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans 80 départements français. La pie, elle aussi, a été retirée de 7 départements et les tourneaux de 3 départements. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si j'aurais aimé qu'il y en ait une dernière bonne nouvelle, à savoir le jet des chênes, qui lui est toujours présent dans 3 départements et reste présent dans ces mêmes 3 départements du sud-est de la France. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Exactement, mais on connaît ton amour du jet des chênes, hein, ça c'est clair. Mais bon, évidemment, c'est déjà bien pour les autres espèces d'oiseaux qui ont été déclassifiées. Je trouve absolument. Donc, c'est une liste que vous pouvez très facilement retrouver sur les sites gouvernementaux et c'est une liste, comme je l'ai dit, qui est mise à jour tous les 3 ans. Sophie, qu'est-ce que tu as découvert de ton côté ? Alors juste une petite news, est-ce que vous saviez que les oiseaux étaient aussi vulnérables aux tiques, juste comme nous et comme on rentre dans la période des tiques, je me suis dit, tiens, un petit sujet sympa sur les tiques chez les oiseaux. Donc, bon, sympa, tout est relatif, hein, soyons honnêtes avec ça, mais tout de même, juste pour vous dire que voilà, les oiseaux sont aussi porteurs et vecteurs de tiques. Et donc, du printemps à l'automne, eh bien, certains oiseaux encouragent en quelque sorte la dissémination de ces parasites. Et le problème, c'est les lâchers massifs de faisans, de colchides notamment, qui en fait encouragent la dissémination des tiques et donc de toutes les maladies qu'elles peuvent transporter. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc c'est une petite étude qui est sortie récemment, là, qui a été publiée il y a pas longtemps, sur ces animaux et ces joyeuses petites tiques qu'on récupère au printemps. Donc faites toujours attention aux tiques quand vous baladez, hein. On sait que c'est pas forcément les meilleures choses à récupérer. Totalement. Olivia, est-ce que tu as une petite information, une petite news à nous partager, une petite découverte sympathique dans ton travail
à nous partager? Alors moi, je suis désolée, pas du tout. Je crois que je suis tellement centrée sur ce que je fais en ce moment actuellement que le reste des news des oiseaux, je l'oblitère complètement. C'est pas très très grave. Vous allez très vite comprendre pourquoi justement Olivia n'a pas trop le temps de s'attarder sur ce genre de sujet. En tout cas, on referme la rétro Piu Piu pour cette émission et on va parler justement avec toi, Olivia Plateau donc. Tu nous parles donc d'ostéologie, tu es biologiste de l'évolution et chercheuse post-doctorante, spécialisée donc en ostéologie. D'où elle vient cette passion pour l'ostéologie? Parce que c'est quand même quelque chose, on va dire, de pas très banal de s'intéresser au squelette des oiseaux. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que j'ai été passionnée par l'ostéologie, surtout quand j'ai fait mes études de master. Quand j'étais plus jeune, j'aurais beaucoup voulu faire de l'anthropologie, mais vous savez, l'anthropologie qu'on fait pour résoudre des crimes, parce que je lisais tous les livres qui ont donné lieu à la série Bones. Ah, d'accord. Et en fait, mes études m'ont amené à un groupe complètement différent. Et en fait, on va dire qu'un peu par hasard, j'ai fait un stage de dernière année d'études en master sur les oiseaux, sur les vertèbres cervicales des oiseaux, plus précisément. Et en fait, j'ai été conquise par l'étude de la variation morphologique, aller fouiner dans les muséums, aller à la recherche de l'ostéologie des différents groupes, des différentes espèces, de les comparer. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à obtenir une thèse, pas en France, mais en Suisse. Et pendant ma thèse, j'ai travaillé un peu plus de manière spécifique sur les variations ostéologiques au cours de l'ontogénie. Donc encore un truc vraiment spécifique dans mon domaine de recherche. En quoi il consistait ce stage? Donc c'est analyse morphométrique de la colonne cervicale des oiseaux. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce stage, des conclusions du master que tu as mené? En fait, chez les oiseaux, au niveau de la colonne vertébrale, on a souvent une séparation de la colonne vertébrale, de la colonne cervicale, des oiseaux en 3 grandes parties. Parce que vous allez avoir une première partie qui va avoir des vertèbres qui sont courbées dans un sens spécifique. Après, vous avez la deuxième partie dans un autre sens et la dernière partie dans un autre sens. Et ça donne cette forme de S que l'on voit souvent chez les oiseaux lorsque vous les observez. Lorsqu'ils sont en train de manger ou en vol, ils sont capables de refermer, on va dire, un peu leur cou. Et du coup, moi, j'étudiais vraiment la variation morphologique de toutes ces différentes vertèbres pour voir si on peut faire un lien au niveau modulaire, si on retrouve des variations similaires sur les différentes vertèbres le long du cou. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'en effet, on a bien des variations morphologiques qui sont assez associées en fonction de ces différentes parties du cou et que la morphologie permet de mieux comprendre a posteriori la fonction et l'utilité du cou des oiseaux. Et ce doctorat, du coup, pareil, même question, qu'est-ce qu'il t'a enseigné, qu'est-ce qu'il t'a permis de découvrir? Est-ce qu'on reste un peu sur ce coup des oiseaux, justement? Alors, pas du tout. Pour ma thèse, ce que j'ai fait, c'est que cette fois-ci, je me suis focalisée sur la variation morphologique du crâne. Et en fait, la grande question au niveau de mon doctorat, c'était de voir si on pouvait voir des variations morphologiques entre on va dire, les bébés oiseaux et les oiseaux adultes, et de voir quelles étaient les grandes variations au niveau du crâne, mais à un niveau qui était très spécifique, parce que je me suis focalisée sur les variations des sutures au niveau du crâne. Donc, il faut savoir que si vous prenez un crâne d'oiseau adulte entre les mains, vous verrez qu'il y a vraiment pratiquement aucune suture de dissociable, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'identifier les différents os les uns des autres. Donc, on dirait que c'est un gros bloc d'os et que c'est tout. Et en fait, si vous regardez au niveau des jeunes oiseaux, vous allez voir qu'on voit plein de petits traits entre les os. Et du coup, on est capable de différencier ces différents os. Et en fait, ces différents traits, c'est ce qu'on appelle des sutures. Et ce qui se passe, c'est qu'au cours de l'ontogénie, ces sutures, elles vont fusionner les unes avec les autres. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de voir si on peut observer des patterns communs, si on observe un ordre spécifique dans la fusion de ces différentes sutures. Et j'ai essayé de regarder un peu ça à l'échelle générale des oiseaux, donc en prenant en compte tous les différents groupes des oiseaux, de la phylogénie des oiseaux, des paléognates, jusqu'aux tout petits passériformes.
il y a un mot qui va revenir assez souvent, je pense, dans cette discussion, c'est le mot fusion. Oui. Est-ce que c'est un peu le terme, on va dire, qui caractérise le plus le squelette des oiseaux? En effet, quand on compare les oiseaux actuels sous leur forme adulte avec leurs ancêtres les plus proches, qui sont donc les dinosaures non aviens, souvent ce qu'on observe, c'est un résumé un peu rapide, mais à l'échelle du squelette, une grande partie des variations morphologiques, c'est justement que sur certains aspects, les oiseaux modernes vont faire beaucoup plus de fusion que leurs ancêtres communs. Donc si vous regardez le crâne d'un oiseau tel que Archaeopteryx, au niveau du crâne, on va toujours être capable de dissocier les différents os les uns des autres par la présence de ces sutures qui n'ont pas encore fusionné, alors qu'à l'inverse, chez les oiseaux modernes, ces sutures sont complètement fusionnées et on n'est plus capable de dissocier les différents os. Non, moi je voulais revenir un petit peu sur le concept d'ontogénie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que l'ontogénie ? Oui. Alors, si on prend la définition de manière générale, ce que l'on entend par l'ontogénie, c'est le développement de l'individu depuis la fécondation de l'œuf jusqu'à l'état adulte. Donc, c'est une définition qui est assez large. Et souvent, chez les oiseaux, en fait, on va avoir quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est qu'il va y avoir des modes de développement qui sont différents. Chez les oiseaux, mais on retrouve aussi ça chez les mammifères, par exemple, on a des modes de développement que l'on va classer de précortial à altricial. Et en fait, ces modes de développement vont dépendre en général, de comment les parents prennent soin des petits bébés. Et ça se passe après l'éclosion. Donc, après l'éclosion, on a des bébés oiseaux que l'on classe parmi les précortiaux qui vont en fait déjà avoir les yeux ouverts, ils vont avoir des plumes sur le corps et en général, ils sont déjà capables de se déplacer et de se nourrir par eux-mêmes. Donc, ils ont besoin de leurs parents, principalement pour les suivre et un peu pour de la protection par rapport aux prédateurs. Mais de l'autre côté, vous avez les altriciaux qui, eux, juste après l'éclosion, ils ont toujours les yeux fermés, ils ont très peu de plumes sur le corps et ils sont en général pas capables de se mouvoir et du coup pas capables de se nourrir par eux-mêmes. Et donc, eux, ils vont vraiment avoir besoin de leurs parents pour la nourriture et la protection. Donc là, c'est vraiment une différence. C'est pas binaire, évidemment. Vous n'avez pas des altriciaux d'un côté et des précortiaux de l'autre côté. Et c'est vraiment un spectre avec des variations entre les deux extrêmes. Qu'est-ce qu'on a dans ce spectre, justement ? Parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Moi, c'est un thème que j'évoque lorsque je donne cours. Et justement, j'ai tendance à faire cette binarité. Mais visiblement, il y a tout un spectre, comme tu le disais. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette représentation du spectre ? Alors, les spectres, ils vont varier avec des mots en fait qui sont toujours liés à l'altricialité et à la précortialité, parce qu'on va avoir, en anglais, on dit les super precortial et de l'autre côté, on a les super altricial. Et au milieu, on va avoir tout ce qui est semi, et donc semi-altricial, semi-précortial. Et en fait, en général, cette classification, elle a été faite sur la base d'observations morphologiques. Donc, c'est souvent un degré en fonction de l'ouverture, la fermeture des yeux, la quantité de plumes sur le corps, la capacité de se mouvoir. Donc, c'est vraiment des caractérisations qui sont très sur la base de caractères discrets. Mais il y a des études plus récentes aussi qui ont notamment essayé de quantifier toutes ces variations qualitatives. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils ont pris toutes ces variations, ils ont fait une grosse matrice, et sur cette grosse matrice, ils ont réalisé des analyses statistiques qui nous permettent que du coup, avec maintenant des valeurs qualitatives, on peut aussi essayer de différencier ce spectre avec des valeurs différentes, plus ou moins continues, et que ce soit un peu moins binaire. Et du coup, quel est le rapport avec le squelette, justement quel est le lien que l'on peut faire entre les deux choses ? Alors, souvent, les oiseaux qui sont précortiaux, ils vont après... Alors, je prends toujours le stade de l'œuf comme référence, parce que quand on étudie la variation morphologique, on étudie souvent des stades qui sont assez tardifs par rapport au reste de la biologie du développement, parce qu'on a besoin justement de l'os. Et l'os n'apparaît pas dès le premier stade de développement.
il apparaît plus tardivement et du coup, c'est souvent vers des stades qu'on va dire plus proches de l'éclosion. Et la différence, c'est que à l'éclosion, par exemple, un individu précortial, il va avoir tendance à avoir une morphologie osseuse qui est beaucoup plus avancée que les altriciaux. On va retrouver des formes qui sont déjà plus similaires à celles des adultes, des tailles qui sont aussi, c'est relatif évidemment, surtout lorsque l'on prend en considération les paléognates par exemple, mais des tailles qui sont aussi déjà plus similaires à celles de l'adulte. Alors que chez les altriciaux, il va y avoir beaucoup de choses qui ne sont pas fusionnées, beaucoup d'os qui n'ont pas encore complètement ossifié. Donc, on va avoir des formes qui sont beaucoup moins texturisées cette altricialité va du coup aussi permettre à avoir plus de changements chez les altriciaux à un stade plus tard que les précortiaux, par exemple. Plus de changements, c'est intéressant. Ça, du coup, des changements morphologiques sur le squelette, sur plein d'autres choses, j'imagine? Oui, c'est ça. Il y a des études qui montrent que les oiseaux qui sont altriciaux, en fait, ont permis aussi d'avoir une variation et un phénotype qui est beaucoup plus diversifié que les précortiaux, probablement parce que il y a à un stade égal, le fait que ce soit moins formé donne, on va dire, plus de liberté dans la variation morphologique. Et cette variation morphologique, du coup, est-ce qu'on sait par quoi est-ce qu'elle est encouragée? Est-ce que ce serait par l'environnement? Est-ce que c'est par un comportement? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'on a des pistes là-dessus? Alors, à l'échelle de la totalité du squelette, j'ai pas forcément trop de réponses puisque moi, je m'intéresse surtout au niveau du crâne, mais je sais que oui, au niveau du crâne, va y avoir au niveau écologique, au niveau environnemental, c'est probablement multifacteur en fait. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Au niveau des os comme le bec ou autre, il va aussi forcément y avoir à un moment donné qu'est-ce que les oiseaux vont manger, comment ils vont le manger, et tout ça, c'est des facteurs qui sont combinés les uns avec les autres. C'est difficile de ressortir un facteur unique et un seul facteur qui va driver une variation morphologique, c'est assez difficile. Oui, c'est sûr. C'est un ensemble de choses. Et du coup, toi, tu t'es intéressé surtout donc au crâne, tu disais? Oui. Donc aux sutures du crâne et aussi, tu m'as dit, aux os du palais et de la mâchoire. Et ça, comme tu dis, c'est lié notamment à des facteurs environnementaux, et donc à leur écologie au final. Et qu'est-ce que tu as étudié exactement là-dessus sur les os du bec et comment est-ce que tout ça c'est lié au final? C'est lié à ce qu'ils mangent, j'imagine, mais peut-être à d'autres facteurs aussi? Alors, c'est une étude qui est en cours. Du coup, j'ai pas forcément le fin mot tout de suite, mais c'est pas grave, on attendra. Mais oui, je me suis intéressée aux os du palais. Donc, les os du palais, c'est les os qui sont sur la partie ventrale du crâne. Et en général, c'est une association de 5 os. Je dis 5 parce qu'il y en a 2 qui sont symétriques. Donc, fusionnés, oui et non, c'est qu'on en a un qui est gauche et un qui est droit. Donc, vous avez le vomère, c'est un os qui est unique, qui est vraiment, on va dire, entre les os du palais. Donc, les os du palais, c'est les 2 os qui sont latérales, qui vont être en relation avec le reste du bec. Et postérieurement aux os du palais, vous avez les os qu'on appelle les os du ptérygoïde. Et ces os du ptérygoïde, eux, ils vont être en contact avec ce que l'on appelle le carré. Et le carré, ça fait la jonction entre la mandibule, qui est du coup la mâchoire inférieure, et la boîte crânienne, qui est du coup la région où on retrouve le cerveau chez les oiseaux, par exemple. Moi, ce que j'essaye de voir, c'est si les variations morphologiques qu'on retrouve chez les os du palatin et du ptérygoïde peuvent être associées à des régimes alimentaires particulièrement, peuvent être associées puisque je m'intéresse à l'ontogénie, j'ai aussi regardé si ça pouvait être associé à des modes de développement différents, ou si tout simplement, parce que c'est aussi ce qu'on retrouve dans une grande majorité des cas, si une morphologie spécifique est associée à un groupe spécifique, c'est-à-dire si mes oiseaux paléognates ont une variation, une morphologie des os du palais complètement différente, par exemple, du reste des oiseaux au sein de la grande diversité que l'on observe chez les oiseaux actuels.
Oui, Et c'est intéressant parce que lors des recherches que j'ai fait moi de mon côté, et c'est un truc qui m'a sidéré, c'est que l'une des différences que l'on faisait entre le néognate et paléognate, donc en gros carinatratite, hein, pour resituer pour des termes un petit peu plus anciens, c'était justement sur ce palais et sur la fosse ptérygopalatine, c'est ça, qui différenciait ces néognates et ces paléognates. Oui, en effet. La grande différence... c'est fou, ça. Oui, la grande différence, en fait, c'est vraiment cette différence de contact entre le palatin et le ptérygoïde, parce qu'on définit les os du palais des paléognates comme ayant un contact qui est immobile et fusionné, en fait, entre le palatin et le ptérygoïde. Alors que les néognates, ils vont montrer une vraie articulation entre le palatin et le ptérygoïde. Donc, on a vraiment cette différence qui est notoire entre ces deux grandes parties du groupe. Je me demandais du coup, cette articulation, est-ce qu'il y a une utilité chez certains oiseaux plutôt que chez d'autres ? Alors, entre paléognate et néognate, on pense que la différence majeure, ça va avoir un impact avec la capacité de mouvoir, en fait, le bec par rapport à l'obtention de nourriture. Je fais du franglais terrible. On le fait tous. Et notamment, le crâne des paléognates est défini comme étant moins mobile que celui des néognates. Et c'est aussi associé à cette immobilité ou à cette mobilité au niveau des deux os. Et en fait, tout ça, c'est vraiment, il faut le voir dans un complexe beaucoup plus large, parce qu'on va aussi avoir de l'insertion musculaire qui va jouer là-dedans, avec les paléognates qui ont une organisation musculaire qui est beaucoup plus simplifiée par rapport à celle des néognates. Donc, c'est vraiment un tout. Donc, il y a la forme des os, l'organisation des os et comment les muscles sont rattachés à tout ce système. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette simplicité ? Est-ce qu'on peut la rattacher peut-être à des ancêtres justement, ou est-ce qu'on est sur, on va dire, quelque chose qui est dérivatif par rapport aux néognates ? C'est tout le débat qui est encore actuel au sein de l'évolution de cette structure chez les oiseaux. Il y a pas mal de publications et d'auteurs dans les années à la fin du XXe siècle qui expliquaient que la forme des paléognates, au niveau du palais en tout cas, était plutôt ancestrale, parce qu'ils retrouvaient pas mal de similarités entre ce que l'on peut retrouver au niveau du palais d'Archéoptérix, par exemple, et des paléognates, de telle sorte à ce que c'est parce que c'est des os qui sont assez robustes, avec une mobilité entre les os qui est assez difficile. Et du coup, ils estimaient que les néognates représentaient la forme plutôt dérivée. Il y a des auteurs qui expliquaient aussi que, en fait, cette différence néognate-paléognate, elle peut être liée à des variations ontogénétiques. Donc, pour faire simple, les auteurs pensaient que potentiellement, ce que l'on observe, c'est les adultes paléognates pourraient ressembler à des morphologies qu'on observe chez les immatures néognates. Mais ça n'a pas vraiment été prouvé, c'est des hypothèses qui ont été amenées et qui ont été, à l'époque, c'était difficile de vraiment savoir le vrai du faux. Et en fait, plutôt récemment, il y a une étude dont je crois vous avez parlé dans une de vos émissions précédentes, qui a retrouvé le ptérygoïde d'un spécimen qui est relativement proche des oiseaux actuels. Donc, c'est au sein du groupe sœur des oiseaux actuels, et qui a montré que sur ce fossile-là, en fait, l'articulation entre le palatin et le ptérygoïde, elle était très proche des néognates et pas des paléognates. Et du coup, ça a montré potentiellement que cette articulation que l'on retrouve chez les néognates pourrait avoir une histoire évolutive qui est beaucoup plus vieille que ce que l'on pensait. Et du coup, ça un peu remet en cause, ou ça remet le débat à jour au niveau de cette évolution du palais, parce que sur la base de ces observations, on pourrait aussi penser que les paléognates sont beaucoup plus dérivés et que les néognates, finalement, ont une forme qui est beaucoup plus ancestrale. Donc, c'est encore des choses où il y a un débat qui est encore actuel et qu'il faut vraiment aller chercher ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres caractéristiques qui permettent la différenciation entre néognates et paléognates ? On pense bien sûr au bréchet, mais est-ce qu'il y a d'autres justement caractéristiques qui différencient les deux ?
que ce soit au niveau du crâne ou au niveau du corps, la morphologie en général est extrêmement différente. On retrouve notamment des différences puisque les paléognates sont principalement des oiseaux qui ne volent pas. Donc, on va avoir au niveau de l'aile, en effet, on va avoir des morphologies qui sont assez différentes au niveau des os. Mais on va aussi retrouver pas mal de différences, que ce soit au niveau des os longs ou même au niveau pelvique. On va avoir en fait des arrangements et des relations entre les os au niveau de la forme des os qui varient. Entre la taille des os les uns par rapport aux autres, il y a plein de choses qui varient. C'est ce qu'on avait vu dans une étude il n'y a pas si longtemps, que du coup, comme il n'y avait plus la contrainte du vol sur les espèces qui ne volent plus, donc, on avait des différences squelettiques qui devenaient beaucoup plus marquées avec les oiseaux qui volaient. Donc, je pense que ça peut être possiblement une conséquence de ce genre d'adaptation, tout simplement. C'est comme le membre antérieur des pingouins qui a été extrêmement modifié de par son utilisation dans le milieu aquatique. Manchot. Oui, pardon, manchot. Le pingouin, il vole. Oui, pardon. C'est un anglicisme. C'est un anglicisme. C'est un autre mot anglais, c'est comme foot tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, exactement. Faut le prendre comme un anglicisme. Ok. Bon, c'est super intéressant en tout cas, mais du coup, ces mouvements entre les os, cette articulation véritable entre certains os du crâne, c'est pas les seules choses que tu as étudiées aussi. Tu nous parlais de kinésie. C'est vrai qu'il n'y a pas exactement de traduction française pour ce mot-là, donc on va dire que c'est celui-là. J'ai surtout l'habitude de lire en anglais, lui, malheureusement. Mais est-ce que... Bon, j'ai cherché pas mal, mais bon, c'est difficile de trouver une... À chaque fois, on prononce en anglais, il n'y a rien à faire, hein, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, Nous sommes des produits de la science, hein, donc forcément... Hélas. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus aussi? Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé dans une des précédentes émissions, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que c'est pas un concept qui est forcément évident pour tout le monde. Donc, je t'en prie, explique-nous un petit peu ce que c'est que la kinésie et pourquoi ça t'intéresse tant. Alors, la kinésie, c'est la capacité de, on va dire, bouger la partie supérieure du système qu'on peut appeler de mâchoire chez les oiseaux par rapport à la partie inférieure. Donc, basiquement, c'est au niveau du bec, c'est ce que je disais. Donc, vous avez les os du bec supérieur versus la mandibule. Et du coup, les oiseaux, ils sont capables d'ouvrir leur bec pour aller attraper de la nourriture. Et au niveau de la kinésie, donc les os qui sont concernés, c'est un peu tous ceux que je vous ai expliqués. Donc, on va avoir tous les os du bec. J'irai pas trop dans les détails, mais il y a plusieurs os qui forment la partie antérieure du bec, avec tous les os du palais, le carré qui fait le lien avec la mandibule. Et du coup, la kinésie, en fait, vous allez souvent avoir des rotations au niveau du carré. Et cette rotation va pouvoir faire bouger de manière différente la partie supérieure et la partie inférieure du crâne. Après, vous avez des spécificités au niveau du bec en fonction des oiseaux, parce que vous allez avoir des oiseaux qui ont, une capacité de bouger le bec à différents endroits. Donc, il y en a qui vont vraiment être capables de bouger le bout du bec. Il y en a qui vont être capables de bouger le bec au niveau de la séparation entre le bec et le reste du crâne. Et il y en a qui vont être capables de pas faire grand-chose parfois. Et en fait, du coup, on a vraiment juste un mouvement assez rigide entre la partie supérieure et la partie inférieure de la mâchoire, disons. D'accord. Mais à quoi ça sert en pratique pour l'oiseau d'arriver à faire bouger ces morceaux-là? Parce que est-ce qu'il en a vraiment besoin? Je veux dire, il y a la mandibule, on peut quand même ouvrir le bec de base, donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert dans plein de choses différentes, que ce soit pour attraper la nourriture. Je pense qu'ils s'en servent aussi, par exemple, notamment se nettoient le plumage. Il faut être capable aussi de bouger, pas seulement la mandibule, mais d'être capable de bouger d'autres parties du bec pour pouvoir faire des mouvements un peu plus contrôlés. Et il faut savoir aussi qu'il y a une très grande diversité au niveau de l'écologie, de la manière dont ils sont capables d'attraper la nourriture.
Parce que si vous regardez des vidéos de certains petits oiseaux, en fait, ils ouvrent seulement le bout du bec parce que c'est la langue qui va partir pour aller attraper la nourriture, notamment chez tout ce qui est, alors je vais aussi faire un anglicisme, pour tout ce qui est hummingbird. Ils ont colibri, merci. Ils ont vraiment juste ils ont vraiment juste besoin d'ouvrir un tout petit peu le bout du bec et de la mandibule pour faire sortir la langue, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là où des mouvements fins au niveau du bec vont avoir de l'importance pour pouvoir réaliser un mouvement spécifique pour le reste ici de la langue, par exemple, pendant le mode pour le mode de nourriture. C'est vrai, mais il y a aussi certains oiseaux limicoles aussi, je sais pas si tu te souviens Florian, mais il y a certains oiseaux limicoles qui bougent juste le bout du bec pour pouvoir arriver à sentir un peu les petites bestioles qu'il y a sous la vase, notamment. C'est pratique aussi. J'ai une collègue qui a étudié ça aussi un peu en détail, où c'est super intéressant ce qu'elle fait, où elle regardait justement les mécanorécepteurs au niveau du bec pour essayer de repérer la nourriture. Donc ça n'existe pas chez toutes les espèces, mais certaines, ils sont capables, ils ont des petits mécanorécepteurs. Et du coup, en fonction de différentes stratégies, ils sont capables de savoir où est la nourriture. Ça peut être par réception, mécanoréception, mais aussi ils arrivent à savoir où est leur proie dans l'environnement grâce à ces petites choses dans le bec. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Il y avait une étude sur les ibis comme ça, et moi j'aimais bien parce que c'est les ibis Adeda, donc c'est les ibis du coin. Alors je les vois tous les jours et je me dis, ah tiens, il y a une étude qui a été faite dessus, ça me fait plaisir. Ah, mais on parle peut-être du même. C'est possible, alors je sais plus le nom du parce que c'est une chercheuse d'Afrique du Sud qui a fait son postdoc au même endroit que moi, donc c'est possible. Ah bah oui, c'est ça. Alors ça doit être ça effectivement. Bon bah voilà, si tu veux venir voir les oiseaux en question, ils sont tous ici, il n'y a pas de problème, n'hésite pas. Ouais. Bon, du coup, c'est des particularités qu'on voit notamment dans le comportement des oiseaux, parce que là, en l'occurrence, ces oiseaux-là, ils piquent dans le sol pour essayer de trouver leur nourriture. Ça se voit très facilement sur le long bec des ibis. Et du coup, toi, tu étudies principalement donc l'écologie liée au caractère squelettique sur les crânes des oiseaux. Donc, est-ce que tu as peut-être 2-3 histoires intéressantes à nous raconter là-dessus? Tu pourrais nous en dire plus? Ça va être succinct parce que je suis toujours en train de manipuler mes données, donc pour le moment c'est un peu difficile. Mais oui, là pour le moment, ce que j'essaye de voir, c'est si j'arrive à avoir un signal écologique sur mes os du palais. Mes premiers résultats ont l'air de montrer qu'il y a potentiellement un résultat, que du coup certaines morphologies ont l'air d'être associées à certains comportements, pas forcément comportements, mais plutôt le type de nourriture qu'ils mangent. Après, j'ai pas encore regardé dans les détails pour voir s'il y a vraiment des choses qui ressortent de manière spécifique. Mais en fait, ce que j'ai aussi un peu vu chez les oiseaux et qui est intéressant, c'est que on a l'air aussi d'avoir une variation au niveau de la taille du palais par rapport à la taille du ptérygoïde. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir des oiseaux en fait qui ont des palatins qui sont très grands et des ptérygoïdes qui sont très petits, et des oiseaux qui vont montrer l'inverse avec des palatins qui sont relativement petits et des ptérygoïdes qui sont très grands. Et du coup, je me pose aussi des questions pour savoir si cette variation de taille, ça peut pas avoir une influence quelconque avec la manière dont ils sont capables de bouger leur bec. Parce que je me dis, si on a un palatin petit et un ptérygoïde long ou l'inverse, il y a forcément un lien avec la fonction et la manière dont ils sont capables de bouger. Donc, j'essaye de creuser un peu cette thématique. Et pour le moment, j'ai fait un parallèle avec des mesures qu'on appelle des mesures d'avantage mécanique. Donc c'est très simple, c'est une simplification du modèle, mais en fait j'ai pris des mesures en vue latérale de certaines parties de mon crâne et ça nous donne une indication de à quel point ils sont capables d'ouvrir ou non le bec et la mandibule.
Et je trouve une petite corrélation entre ma variation de ratio entre mes deux os et cette valeur-là. Donc, ça donne déjà une petite direction qui est sympathique. Okay. Et qui nous donne potentiellement un lien entre cette morphologie et cette fonction qui est du coup la kinésis. D'accord. Et du coup, est-ce que ça permettrait par exemple de distinguer une espèce ou un genre d'oiseau si on va plus loin dans la réflexion? Alors, je pense que c'est difficile pour une raison simple, c'est que à mon avis, deux formes différentes peuvent avoir une même fonction et une même fonction peut être réalisée par des formes différentes. Et ce qui fait que ça rend probablement la tâche difficile au niveau de la caractérisation d'espèces différentes sur la base de la morphologie du palais. Par contre, au niveau de la morphologie spécifique du palais, quand on regarde vraiment l'os, parfois on peut en effet retrouver des caractéristiques qui sont communes à l'échelle des groupes. Donc, par exemple, si on regarde le palais du groupe des canards, ils ont une morphologie qui est spécifique, qui se retrouve pas forcément chez les autres. Du coup, la morphologie peut nous donner des indications sur le groupe. Après, pour aller plus précisément à l'échelle du genre ou à l'échelle de l'espèce, je pense que c'est plus difficile parce qu'il y a quand même énormément de variabilité morphologique. Je me permets cette réflexion parce que je lisais Birds of the Mesozoic de Juan Bonito et Roch Olivet. Oui. Et justement, ils parlaient dans leur préambule où ils présentaient justement les squelettes des oiseaux, et bien du fait que les ornithologues n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires lorsqu'il y a l'étude du squelette de ces oiseaux, et pourraient passer à côté d'informations qui leur permettraient justement de déterminer à quel groupe ou à quel genre d'oiseaux appartiennent justement les ossements. Donc je me permettais de répondre un petit peu, enfin de reprendre un petit peu les dires de ces deux personnes. Tout à fait. Et à l'échelle du groupe, je pense que c'est tout à fait vrai, puisque comme je le disais, c'est assez facile de reconnaître une morphologie à l'échelle d'un groupe. À l'échelle du genre, c'est aussi probablement possible, mais ça dépend, à mon avis, aussi de l'os que l'on observe, parce qu'il y a des os qui vont avoir des variabilités morphologiques qui sont plus grandes que d'autres. Et du coup, par exemple, si on regarde certains os longs, ça peut être plus facile de réussir à caractériser à qui ça appartient que, par exemple, si on regarde des os tels que ici, les os du palais, qui pourraient potentiellement être drivés pas seulement par les différences phylogénétiques, mais par plein de différences liées, encore une fois, au développement. Puisque moi aussi, sur ces os-là, je vois qu'il y a aussi un signal en fonction de si l'oiseau il est altriciel ou s'il est précortiel. Et du coup, au niveau écologique, en fonction du diète. Donc, ces os, c'est des os qui sont tellement importants pour une fonction spécifique que parfois, c'est un peu moins évident de faire le lien avec directement, je veux dire, avec la phylogénie quand on va en dessous de l'échelle du grand ordre, on va dire, ou du grand groupe. Mais il y a d'autres zoos où c'est plus facile et on a vraiment des spécificités qui sont observables pour vraiment caractériser un groupe ou un genre. D'accord, donc tous les zoos ne se valent pas en fonction de ce que vous voulez faire avec, comme type d'étude en gros. Exactement. Très bien. Et du coup, ça peut être un problème dans ces cas-là pour ton étude d'arriver à différencier le signal phylogénétique du signal lié à d'autres facteurs environnementaux en l'occurrence. Et comment tu arrives à distinguer les deux pour le coup ? Ça, on s'aide beaucoup d'outils statistiques qui, aujourd'hui, en fait, on teste plein de choses en intégrant la phylogénie. Donc, on fait des tests statistiques pour savoir si ma morphologie, elle est liée, par exemple, à un certain régime alimentaire. Mais en faisant ce test statistique, dans mes tests, j'inclus la phylogénie. Donc, en fait, je vais faire ce test en considérant les relations de parenté entre mes individus. Donc, on est capable de dire, en fonction des liens de parenté, si oui ou non j'ai une relation avec le régime alimentaire. Et souvent, quand on se retrouve avec un signal qui est non significatif,
je résume globalement, mais ça veut souvent dire qu'on n'arrive pas à retranscrire de variations liées au régime alimentaire parce que le signal phylogénétique, en fait, prend le dessus. Ouais, d'accord. Ok, donc c'est bien, il y a les moyens en fait d'arriver aux conclusions qu'il faut, donc c'est pas toujours facile de différencier les deux. Ok. Peut-être une question un petit peu plus générale, parce que c'est vrai qu'on est parti dans un certain niveau de détail là. On parlait d'ontogénie, d'évolution, d'histoire évolutive des oiseaux, mais avec ce que tu étudies, donc, est-ce qu'il est possible de retracer une histoire évolutive grâce à ça chez les oiseaux ? Tu nous as dit qu'il y avait encore des débats sur quelle était la morphologie ancestrale de ces os-là. Est-ce que on y voit un petit peu plus clair aujourd'hui ? Ça commence à se préciser un peu ? Aujourd'hui, je pense qu'on est un certain nombre de chercheurs. Alors, il y a des écoles très différentes chez les oiseaux. Tout le monde a des principes très forts. Souvent, c'est moi je crois ça, moi je crois ça. Mais du coup, je pense que le fait que les paléognates montrent une morphologie plus dérivée, ça ferait assez sens. Et en fait, c'est ce que j'aimerais bien faire pour la suite de mon projet, c'est que je voudrais inclure des os de fossiles spécifiques, donc avec des représentants entre Archaeopteryx et les oiseaux actuels, et les étudier, les ajouter à mon jeu de données pour pouvoir comparer la morphologie de ces fossiles avec mes oiseaux actuels. Et du coup, avec toute la base d'analyse et de statistiques qu'on est capable de faire aujourd'hui sur la morphologie, l'idée, c'est de tester si ces oiseaux fossiles ont des morphologies qui sont plus proches des paléognates ou des néognates. Et ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est de voir si c'est plus proche des bébés paléognates, des bébés néognates ou des adultes, parce que du coup, ça nous permettrait aussi de mieux comprendre si on a des morphologies en fait qui ont aussi une histoire évolutive jointe avec une variation ontogénétique en fait. Est-ce que c'est facile d'intégrer justement ces fossiles ? Parce que je reprends Birds of Mesozoic qui détaille pas mal de fossiles qui ont été trouvés, mais on est toujours sur des fragments, des fossiles qui sont incomplets. Est-ce que justement on serait pas en train de fausser les données à intégrer des choses qui sont incomplètes ? En tout cas, pour les os auxquels je m'intéresse, en effet, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de fossiles en fait chez les oiseaux qui sont plats. Donc, ils sont complètement écrabouillés sur une plaque et du coup, souvent, on perd le côté 3D de l'os parce que moi, j'ai besoin de la morphologie 3D. Mais on a aussi quand même des préservations exceptionnelles avec des spécimens qui sont en très bonne qualité. Et pour ces spécimens, on arrive à avoir au niveau du crâne certains os du ptérygoïde et du palatin qui sont étudiables et qui sont en qualité suffisante pour pouvoir les comparer à ce qu'on a aujourd'hui. On a aussi pas mal de fossiles qui existent pour toutes les lignées d'oiseaux actuels. Donc, ça nous donne aussi un bon échantillonnage de fossiles entre Archaeopteryx et les oiseaux actuels. Donc, il y a une bonne petite histoire enregistrée dans les fossiles. Ça peut aider. Et est-ce qu'on a pour les oiseaux, pour certaines lignées d'oiseaux en tous les cas, est-ce qu'on a des spécimens juvéniles, des spécimens adultes, enfin bref, un moyen de tester l'ontogénie chez ces oiseaux-là et voir un peu si c'est pareil que chez les oiseaux modernes ou pas du tout ? Alors, de ce que je sais, c'est assez rare. Ouais. Chez les oiseaux actuels, il y a peut-être, alors je suis pas sûre, je me rappelle plus très bien, mais il y a peut-être une lignée où on a retrouvé des super spécimens d'âges différents, mais je suis pas sûre du tout. Mais globalement, souvent, on retrouve plus des spécimens qui sont probablement proches du stade adulte que vraiment du stade immature. D'accord. Mais ça, tu peux le savoir aussi en regardant les sutures, du coup, comme tu nous l'as dit en début de podcast, que tu étudiais les sutures, notamment du crâne, et voir si sur les fossiles, tu peux retrouver la même chose. Peut-être ça peut te donner une idée de l'âge de l'individu dans ces cas-là. Alors, sur le fossile.
Le problème, c'est que cette fusion extrême des sutures, c'est quelque chose qui est inhérent au groupe actuel des oiseaux. Et que, en fait, les fossiles, même le groupe le plus proche, à l'état adulte, préserve ces sutures entre les os. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez les dinosaures non-aviens aussi. C'est à l'état adulte, ces sutures sont présentes. Et les oiseaux modernes, eux, sont allés, on va dire, au point d'après, où ils ont commencé à tout fusionner. Mais c'est quelque chose, la fusion des sutures, ça se retrouve aussi chez les mammifères, par exemple, ça se retrouve pas que chez les oiseaux. Oui, d'accord. Et donc, on voit pas ce passage dans le fossile avec suture à pas de suture, ou c'est trop récent pour ça, peut-être? C'est peut-être trop récent pour ça. En tout cas, chez les oiseaux, les fossiles les plus proches, qui sont en dehors du groupe du groupe des grands oiseaux actuels, tous les adultes présentent ces sutures crâniennes. Après, on voit des variations morphologiques à d'autres endroits, mais au niveau du crâne, non, c'est compliqué. Ah bah zut, un caractère de moins pour savoir s'il était adulte ou pas. Mince alors. Bon, bah tant pis. Et ben voilà, adieu l'idée. C'était bien tenté. Ah, il faut tester, on sait jamais. Olivia Plateau, c'était un très très grand plaisir de te recevoir dans le courrier de la Sterne. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot avant que l'on se quitte ? Bah non, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que je vous remercie aussi pour l'invitation. C'était très chouette de pouvoir discuter de tout ça. Biologiste de l'évolution, chercheuse post-doctorante et spécialiste de l'ostéologie chez les oiseaux. Vous avez donc écouté Olivia Plateau. Merci Sophie, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Comme je le redis, comme je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires sur YouTube est faite pour ça. Et si vous voulez vous plonger dans d'autres anciens épisodes, aller écouter d'autres invités, eh bien ça se fait sur toutes les plateformes de streaming et également sur YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes.